Et oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du totalitarisme islamiste ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet, une stratégie ? Elle existe depuis quand ? Un livre passionnant nous le dit, on en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste et auteur du livre Le Projet. C'est coécrit avec Emmanuel Razavi et c'est publié chez l'Artilleur. Alexandre Delval, il y a déjà maintenant presque, je veux dire, de quand date le totalitarisme islamique ? C'était en 2000 ? 2002, voilà. Juste après le 11 septembre. Ça fait exactement 17 ans. Je me rappelle qu'un certain Alexandre Delval, que je ne connaissais pas, j'ai reçu ce livre qui s'appelait Le totalitarisme islamique, et je me disais de quoi il s'agit-il, et il était l'un des premiers, sinon le premier à en parler, et je me rappelle que vous avez été accueilli pour le moins fraîchement. C'est une litote en disant de quoi il parle, encore un réactionnaire, encore la fachosphère, encore ceci et cela. Et puis depuis, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et depuis, effectivement, votre livre a apparu comme précurseur. Alors là, vous sortez, avec Emmanuel Razavi, Le Projet. Alors oui. Pourquoi ça s'appelle Le Projet ? Alors pour une raison très simple, en 2001, il y a eu une enquête sur le financement des attentats du 11 septembre, et la police américaine ainsi que la police suisse ont fait une perquisition dans le domicile du milliardaire égyptien Youssef Nada, qui était le président de la Banque des Frères musulmans en Europe et dans le monde, à partir de laquelle des financements ont financé des projets non violents, mais aussi du terrorisme. Et on a trouvé un document très surprenant, un petit document qui s'appelait Le Projet, qui était un document interne aux frères musulmans, qui correspondait à d'autres documents qui avaient été pris dans des perquisitions en Égypte 10 ans plus tôt. Et ce projet expliquait comment on allait procéder pour conquérir le monde, pour faire régner la loi de Dieu sur toute la surface de la terre, c'est complètement mégalomaniaque, mais aussi comment le monde s'y entier, prendre, le monde entier. Le califat mondial. Ah oui, le califat mondial, avec le mot califat qui est utilisé, et aussi le terme du tamkin planétaire. En gros, c'est la domination absolue, le triomphe ultime de l'islam d'un point de vue religieux et politique sur toutes les sociétés. C'est un projet terrifiant. Et aussi, bien sûr, le ventre mou européen. Comment on allait procéder pour infiltrer l'Europe, la conquérir de l'intérieur, en prenant l'éducation, les écoles islamiques, développer un sentiment de parano chez les musulmans, faire un communautarisme, et un jour arriver même au pouvoir pour qu'un jour l'Europe soit dominée par les lois de l'islam, la charia. Et quand vous dites ça, Alexandre Delval, je vois beaucoup de gens qui vont dire « Oui, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est du complot, encore une thèse complotiste. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que vous avez les preuves que ce texte ou ces textes vraiment sont authentiques ? Oui, on a plus que des preuves. Hein. Il y a le texte Le Projet qu'on a retrouvé en 2001. Oui. Il y avait un texte qu'on a retrouvé par la police égyptienne, avait fait une perquisition aussi lors d'une descente et d'une grosse enquête sur le terrorisme en Égypte. C'était pratiquement les mêmes termes employés. Et pour ceux qui seraient sceptiques, qui diraient « Mais non, les frères musulmans, c'est pas ça », eh bien, il suffit de voir ce que disent les frères musulmans dans leur texte fondateur, les fameuses 50 propositions de Hassan el-Banna. En 1928. En 1928. Année de fondation des frères musulmans. L'homme dont on dit qu'il est le plus modéré, qu'il a été mal compris, etc. Voilà ce qu'il dit. Allah est notre ultime but, le messager est notre exemple et guide, le Coran est notre constitution, et notre voie consiste à mourir dans le sentier d'Allah, et c'est notre plus grand espoir de mourir sur le sentier d'Allah. Et ce que reprennent souvent les frères musulmans, même en Europe, y compris les associations européennes légales des frères musulmans, le Coran est notre constitution. L'idée, c'est que les démocraties occidentales, elles-mêmes, un jour, auront comme constitution la charia. C'est un projet terrifiant, totalement opposé aux valeurs laïques de nos sociétés. Non, ce que vous voulez dire, c'est la charia avant la République, c'est-à-dire, quelque part, que, effectivement, l'islam politique, enfin l'islamisme, disons, est guidé par le fait que la vie doit être régulée par un certain nombre de règles. Oui, alors pour nos auditeurs, oui, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, la charia, il y a des choses qui ne sont pas gênantes, puis il y a des choses très gênantes, c'est la partie politique. La charia, c'est une loi qui n'est pas uniquement destinée à aider un homme à croire et à pratiquer sa spiritualité, ce qui est tout à fait légitime. Parce qu'il y a ça dans le Coran, et il y a une grande spiritualité aussi. Et il y a un islam piétiste, il y a un islam privé qui ne pose absolument aucun problème. J'en parle souvent avec le recteur de la mosquée de Paris qui adhère à cet islam apaisé. Mais il y a le projet des frères musulmans qui exerce des pressions
pression, y compris sur les modérés, dans toute l'Europe et pas uniquement dans les pays musulmans. Et eux, ils veulent un islam politique. C'est pour ça que parfois, on parle de totalitarisme islamiste ou d'islamisme politique ou d'islam politique. C'est ceux qui veulent utiliser la religion musulmane comme un prétexte pour en fait dominer l'humanité dans le cadre d'un projet impérial que j'appelle suprémaciste, c'est-à-dire le projet d'établissement d'un califat mondial qui abolirait toutes les frontières entre les nations musulmanes et ensuite, une fois que le monde musulman serait rétabli dans son califat, aboli par le mécréant Atatürk en 1924. Oui. Alors c'est l'Empire ottoman. Absolument, l'Empire Kemal Atatürk abolit le califat. Et c'est important de le dire. Et instaure la laïcité. Absolument. Et c'est important de le dire. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous faire passer tous pour des islamophobes, y compris des musulmans comme Zineb. C'est pas une guerre entre l'islam et l'Occident. C'est une guerre entre l'islam politique et l'islam. Le monde musulman est la première victime de l'islamisme. Oui, parce qu'il y a énormément de musulmans, mais absolument. La majorité qui ne veulent absolument pas d'un islam théocratique. Bourguiba en Tunisie, Atatürk, Reza Shah, tous les despotes éclairés ou ceux qui ont permis l'indépendance de plusieurs pays musulmans et qui étaient des laïcs, qui étaient... Non, mais même aujourd'hui... sont pestiférés. Oui, mais Alexandre, ne parlons pas seulement de despotes éclairés, parlons d'écrivains comme Kamel Daoud, comme Oualem Sansal, comme tous ces gens qui ne sont pas du tout... Là, c'est encore... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les frères musulmans, quand il y a eu les indépendances des pays arabes, effectivement, c'était pas des démocraties, c'est pour ça que je parlais de despotes éclairés, mais y compris en Iran. Mais il y avait un autre projet concurrent qui était lui aussi anticolonial, qui était le projet de l'islamisme. Les anticoloniaux voulaient des États-nations. Le nationalisme arabe. Voilà, finalement, sur un modèle occidental. Et les islamistes disaient non, même l'État-nation, c'est déjà une aberration mécréante, puisque l'islam ne reconnaît qu'une seule nation, en tout cas l'islam politique, c'est la Oumma, qui doit être unifiée dans un Oumma califat. veut dire mère et terre. Mais absolument, c'est la communauté matrie. Et ce qui est terrifiant dans le projet des frères musulmans, c'est que c'est le projet de Daesh. Et nous le montrons dans ce livre. Daesh ou Al-Qaïda, toutes les organisations néo-califales, elles n'ont pas inventé le mythe du califat. Il est dans les textes fondateurs des frères musulmans. C'est-à-dire, les frères musulmans, ils sont en cravate, mais ils ont le même projet que les barbus salafistes les plus caricaturaux, avec leur déguisement à la Taliban. Finalement, seule l'apparence change et les méthodes. Mais le but, c'est soumettre l'humanité à un pouvoir totalitaire qui va régir tous les comportements humains, c'est-à-dire le projet de la charia, car la charia, lorsqu'elle est appliquée à 100%, surtout dans la version salafiste, parce qu'il y a encore une contre-vérité, les frères musulmans, c'est pas une garantie contre le salafisme, ils sont eux-mêmes issus du salafisme. On les appelle les salafistes réformistes. C'est la même matrice, et on en a parlé. La matrice, beaucoup. C'est l'école hanbalite, qui est l'école la plus radicale de l'islam sunnite. Alors, justement, Alexandre Delval, ce que vous racontez dans le livre, c'est aussi ce qui s'est passé, effectivement, le projet, et alors, et vous racontez tout ce qui se passe et tous les processus d'infiltration, de dissimulation, effectivement, et de prise du pouvoir. Alors, aujourd'hui, on est en 2019, il y a eu encore un attentat à Londres, j'en ai parlé dans la première partie de l'émission, et Daesh a revendiqué, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais Daesh a revendiqué cet attentat de London Bridge il y a 2 jours. Mais où on en est aujourd'hui? Eh bien, même là, il y a l'empreinte des frères musulmans. Choudary, le fameux imam du Londonistan, le dernier survivant. Anjem Choudary. Voilà, le fameux survivant c'est le dernier survivant du fameux Londonistan des années 90. Vous savez que Londres fut la place à partir de laquelle on a organisé le terrorisme mondial. Enfin, c'est aberrant. C'est Londres, hein. Je me rappelle d'un entretien avec un homme des renseignements du MI5, quand j'étais dans des échanges de fonctionnaires sur le terrorisme, j'étais sidéré. Il nous a raconté pendant 1 heure, en 1996, qu'il était fier... il y a déjà 23 ans. Il nous expliquait, ce fonctionnaire du renseignement anglais, qu'il était fier que son pays accueille les pires islamistes du monde. Il disait, comme ça, on les surveille et on n'aura jamais d'attentat. On a vu les résultats. Eh bien, Choudary, dont je parlais, qui est l'homme qui a formé le terroriste de vendredi dernier, le terroriste au couteau. Choudary a commencé chez les frères musulmans. El-Baghdadi, le leader de Daesh qui a été assassiné par les Américains récemment, il a été formé chez les frères musulmans. Le maître de Ben Laden, Abdullah Azzam, le Palestinien, il a été cadre des frères musulmans, un cadre important des frères musulmans. On pourrait continuer la liste. Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, a commencé proche des frères musulmans, et sa famille était issue des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est la matrice qui a réhabilité le mythe du califat, et aussi ce qu'on lui doit, entre guillemets, c'est cette stratégie de paranoïsation. Rendre les musulmans paranoïaques en faisant croire que tout le monde complote contre l'islam. Oui, tout le monde est islamophobe, tout le monde leur en veut, tout le monde est etc. islamophobe, donc on le retrouve. Leur idée, c'est de prendre en otage et d'assigner à résidence la population musulmane. Les pires ennemis des musulmans, c'est les islamistes. Ils veulent les prendre en otage, les rendre paranoïaques,
paranoïaque, faire croire que tout le monde est contre eux, quand on voit qu'aujourd'hui, ils ont même l'indécence de traiter les démocraties qui ont accueilli de nombreuses familles. Moi aussi, je suis un fils immigré. Et ils accusent les démocraties occidentales, même la France républicaine qui donne des bourses à tout le monde, des HLM à tout le monde. On accuse la France de racisme d'État. Quelle honte! Et ça, c'est les frères musulmans. Alors certes, aidés par l'extrême gauche, parce que les deux, c'est l'alliance du rouge et du vert, les deux ont trouvé dans cette stratégie de paranoïsation qui conduit vers un apartheid volontaire. L'extrême gauche pense toujours à la révolution par procuration. Voilà. Eux recherchent d'un nouveau prolétariat. Absolument, ils recherchent pas que des prolétaires, ils recherchent des révolutionnaires. Et quoi de mieux que ceux qui veulent détruire les nations partout sur la terre et établir un califat mondial. Ils régleront leur compte ensuite. Moi, j'avertis la gauche, la gauche ne gagnera pas. Khomeini a liquidé ses alliés de gauche et d'extrême gauche. Le Parti communiste iranien. Qui a marché avec lui et il s'est retrouvé laminé. Absolument. Et rappelons-nous l'Afghanistan. Ça se saurait si les islamistes aimaient les communistes. Donc c'est une erreur absolue. Les pires ennemis des communistes, ce sont les islamistes. Les islamistes respectent 1000 fois plus un chrétien qu'un athée communiste. Mais cette haine de l'Occident, d'Israël, de l'Amérique, des démocraties libérales, du capitalisme, fait que les rouges se jettent dans les bras du vert. Ils le regretteront. Mais aujourd'hui, ils sont en plein. La manifestation contre l'islamophobie d'il y a quelques semaines, c'était quoi? Des frères musulmans et des néo-gauchistes. C'est complètement suicidaire, mais malheureusement, c'est une alliance très forte qui a commencé en Angleterre, à l'instigation d'ailleurs des trotskistes anglais, qui ont fait alliance avec les frères musulmans il y a déjà 20 ans. Oui, mais alors juste une question, même si on est dans l'irrationalité la plus totale, mais en fait, on est dans la rationalité, comment expliquez-vous qu'on massacre à Londres, alors que c'est Londres qui a accueilli tout le monde, y compris les islamistes les plus C'est ce que j'aurais avancés. voulu dire à ce fonctionnaire anglais qui disait « Nous, on reçoit tous les pires terroristes, y compris interdits en Arabie Saoudite. » Imaginez, on a accueilli dans les années 90 des islamistes considérés extrémistes par les Saoudiens. D'accord, oui, pas mal. Et même le Hizb ut-Tahrir, qui est un parti califal proche d'Al-Qaïda, il était interdit par le Hamas, qui le trouvait trop extrémiste, et il dirigeait des élections universitaires dans les facs anglaises. Alors ça a duré jusqu'à 2005. Les Anglais ont attendu 2005 avant de nous livrer le cerveau des attentats de 95 à Paris, Ramda. C'est aberrant, ils ne voulaient même pas extrader le cerveau du terrorisme. Alors une fois qu'ils ont pris 50 morts plus tard, là, ils ont commencé à coopérer avec les polices internationales, y compris les pays arabes se plaignaient du manque de coopération de l'Angleterre. Et l'Angleterre n'a pas été épargnée. Ça prouve que vous collaboriez ou pas avec les islamistes, ils vous remercient en vous attaquant. Et donc, c'est horrible à dire, c'est mon article d'aujourd'hui à Valeurs Actuelles. L'alliance avec les islamistes ne paye jamais. Vous n'êtes jamais payé de retour par ceux qui vous considèrent comme les inférieurs. C'est comme les nazis. Ceux qui collaboraient avec les nazis n'étaient pas forcément épargnés. On se rappelle des Ukrainiens et des Staliniens qui ont été traités par mais alors justement, dans ce livre, le projet, encore une fois, qui se lit vraiment comme un roman policier, sauf que ce n'est pas un roman, c'est un thriller, oui. Et en fait, Alexandre Delval, au bout de cette enquête où vous montrez toutes les ramifications, vous montrez tout ce qui s'est passé, on peut être optimiste ou pessimiste? On peut être assez optimiste vis-à-vis de la lutte antiterroriste, car on a des polices très efficaces, on a une prise de conscience. Quand les gens tuent, quand même, il y a une prise de conscience, il y a des mesures, les lois vont peut-être évoluer même en Angleterre. Par contre, on est beaucoup plus inquiet. Mon co-écrivain Emmanuel Razavi, grand reporter de guerre, il a fait tout le monde entier, l'Afghanistan, il a même été attaqué par les frères musulmans pendant la révolution arabe en Égypte. Il a failli mourir d'ailleurs plusieurs reprises. Il a fait une agence de presse au Pakistan, en Afghanistan. Il était sur tous les terrains. Eh bien, on se rend compte que le grave danger à long terme, ce sera peut-être pas le terrorisme, ce sera ce que j'appelle les coupeurs de langue. Vous savez, les terroristes, c'est les coupeurs de tête. Et ce que j'appelle les coupeurs de langue, l'expression de l'Égyptien Mahdi Allam, eh bien, les coupeurs de langue, c'est ceux qui veulent vous faire taire, qui utilisent votre droit, vos valeurs pour les retourner contre vous. Et ça, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans sont très malins. Ils sont djihadistes en Palestine, à Gaza, contre les diables sionistes, mais ils sont anti-djihadistes et contre la violence en Europe. Ils sont pas fous. Ils l'ont théorisé avec Kardawi, leur grand leader spirituel. Kardawi a dit, El-Kardawi, le maître de Tariq Ramadan, pas de djihadisme en Europe. Ce serait contre-productif puisque l'Europe s'offre gratuitement, voire même elle paye parfois des imams pour que nous puissions contrôler. Et pourtant, il y a des attentats en Europe. Pourtant, il y a eu le Bataclan, alors, il y a eu Charlie Hebdo. Les attentats sont d'ici, Oui, les seules différences entre les djihadistes salafistes et les salafistes réformistes que sont les frères musulmans, c'est que, même s'ils ont le même objectif, les frères musulmans disent en Europe, on n'est plus dans le Dar el-Harb, terre de la guerre, puisque l'Europe s'offre, l'Europe s'islamise volontairement. Elle paye en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, ou en Hollande, on paye les imams.
imams, imaginez des imams salafistes saoudiens ou frères musulmans sont payés avec l'impôt d'Européens dans plusieurs pays d'Europe. Ce serait stupide de faire la guerre. C'est la seule divergence. Les salafistes djihadistes disent on a des relations que de guerre avec le Dar el-Harb, territoire de la guerre, c'est les mécréants, tandis que les frères musulmans, ils sont réformistes dans ce sens. Ils disent, révisons ce que pense la charia, parce que c'est dans le corpus de l'islam classique. Normalement, on est terre de la guerre. Et les frères musulmans apparaissent comme des modérés, parce qu'ils vont voir les politiques européens et ils disent, donnez-nous des mosquées et des centres islamiques. Nous, on est islamistes, mais on agit par étapes et on met de l'eau dans notre vin. Parfois, on édulcore et on ira dire aux gens de se calmer. On les dissuadera d'aller faire le djihad en France. On leur dira de le faire là, en Israël, mais pas en France. En disant tout va bien, voilà. L'ordre règne à Varsovie, comme disait l'autre. Mais la grande trahison des clercs, c'est que quand on accepte une organisation qui vous dit « Nous, on va calmer les djihadistes en Europe, on va leur dire de ne pas faire le djihad. » Mais on leur dit de faire le djihad en Tchétchénie, en Israël, contre quand même un allié de l'Occident, et en Irak ou en Syrie. C'est très grave. Ça veut dire qu'en gros, on fait comme les Anglais ont fait avec nous. Tant qu'ils tapent pas chez nous, c'est pas grave qu'ils soient djihadistes ailleurs. C'est, comme disait Churchill, le crocodile que l'on nourrit en espérant qu'il n'aura pas trop faim, il ne va pas nous manger tout de suite. Et nous, on fait l'autruche pendant ce temps-là. Oui. Merci. Restez avec nous, Alexandre Delval. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, essayiste et auteur de ce livre, donc Le Projet. C'est coécrit avec Emmanuel Razavi, publié chez L'Artilleur, disponible dans vos librairies. Vous restez avec nous, Alexandre Delval, parce que dans quelques instants, place à tous ceux qui écoutent Sud Radio. Parlons vrai. 0826 300 300. Vos appels, vos questions, vos réactions sont les bienvenus. André Bercoff vous attend. À tout de suite. Ils ne sont pas vraiment encore cuites. Il ne faut pas exagérer. Mais. Qu'est-ce qui se passe? On en parle avec Alexandre Delval, l'auteur du projet. Et puis, on vous attend, auditeur de Sud Radio. Et je rappelle que le livre d'Alexandre Delval est publié aux éditions L'Artilleur. 0826 300 300, c'est le numéro que vous composez pour réagir à l'émission d'André Bercoff. On accueille tout de suite Laurent qui nous appelle du Gers. Bonjour à vous, Laurent. Oui, bonjour Laurent. Oui, bonjour André Bercoff, bonjour à votre invité. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Je suis un peu ému, c'est la première fois. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Dites-moi, oui, on vous entend. Par rapport pour venir au tout début de l'émission, vous parliez des djihadistes, ceux qui étaient libérés. Ouais. Et moi, il faudrait qu'on éclaire ma lanterne. Soi-disant, nos présidents à l'époque nous ont dit qu'on était en guerre. Oui. Contre le terrorisme et tout ça. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est pas un tribunal militaire qui les juge. Les Français qui sont partis faire le djihad, ils ont trahi leur pays, leur nation. Oui, qui ont fait même la guerre contre leur pays, quoi. En fait. Voilà, contre leur pays. Ces gens-là, en 1940, pour revenir pour la Seconde Guerre mondiale, les Français qui étaient dans la Waffen-SS ont été exécutés. Ouais. Pourquoi on ne fait pas pareil? Tribunal militaire, exécution. On va s'emmerder avec des gens comme ça. Alors, ils ne finiront jamais leur foi, de toute façon. Ouais. Non, mais c'est une question que vous posez qui est légitime. Alexandre Delval, ce que dit effectivement Laurent, il dit mais pourquoi c'est pas un tribunal militaire qui les juge? C'est djihadistes dont on dit qu'ils vont revenir, pas revenir, enfin vous savez. Pourquoi pas, le droit ne le permet pas pour l'instant, mais pourquoi pas? Non, ce qu'il faut surtout, c'est des peines incompressibles. En France comme en Angleterre, on l'a vu vendredi dernier, souvent ceux qui commettent des attentats sont des gens qui auraient dû prendre 40 ans, ils en prennent 16, parfois ils en prennent 8 et ils font la moitié. Parfois, du coup, Choudary, le formateur du terroriste de vendredi dernier à Londres, lui, il a fait 2 ans et demi. Alors qu'il est lié à 300 complots terroristes, selon les termes de la loi anglaise. Et Artiga, par exemple, on a un imam à Artiga qui a formé tous les réseaux des terroristes. Corel, le fameux Corel, c'est un Syrien qui a un faux nom. L'imam, l'émir blanc d'Artiga, il a jamais été en prison. Il a formé tous les terroristes, à commencer par Mohamed Merah du sud-ouest. Donc là, il y a un véritable problème. Et il est toujours là. Vous savez, c'est pas que le terrorisme. Moi, j'ai vu l'émission sur Bertrand Cantat. Le juge d'application des peines qui a libéré Cantat au bout de 4 ans, alors que le type, il a récidivé et sa seconde femme a dû elle-même mourir à cause des coups. Il y a un vrai
problème avec la justice, pas uniquement vis-à-vis de l'islamisme, hein, mais il y a une justice trop laxiste. Il n'y a plus de peine de sûreté. Il faut rétablir des peines de sûreté. Que les gens fassent un minimum et que le minimum soit très élevé quand les gens sont dangereux. Je précise juste que la deuxième épouse de Bertrand Cantat s'était donné la mort elle-même, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est ce que j'ai dit. Elle s'est donné la mort, on a les preuves, à cause des coups qu'elle recevait. Il la battait régulièrement. Elle était traumatisée. Il y a eu toute une enquête. On le sait qu'elle est morte à cause de lui. Et ce type était un récidiviste. En général, les récidivistes ne devraient pas avoir des réductions de peine. C'est une honte. Moi, ça me choque. Et on parle des femmes en ce moment. C'est pareil que pour les islamistes. Je pense que les justices devraient être beaucoup plus fermes avec les gens qui sont des criminels pathologiques et qui sont en général des récidivistes. 0826 300 300 d'abord. Merci Laurent. On accueille tout de suite Anne-France. Bonjour à vous Anne-France. Oui, bonjour. Bonjour, André Berkoff. Bon, mon propos vient d'être dit par Laurent, parce qu'effectivement, bon, on est quand même en état de guerre, on l'a dit à certains moments, et bon, moi j'estime que c'est pareil, un tribunal militaire qui devrait traiter ces gens-là, parce que bon, il y a les gens qui rentrent d'Irak, de Syrie, ailleurs. Syrie, de tout ça. Et bon, la valeur de l'État, du tribunal civil n'est pas comme l'État militaire. Donc, il y a un laxisme, il y a, voilà, donc... non, mais c'est pas ça le problème. Il faut qu'il soit hors d'état de nuire, c'est tout. C'est ça le problème. Voilà, hors d'état de nuire. Ils vont prendre 2 à 3 ans, dans le meilleur des cas, pour la plupart de ceux qui reviennent. C'est pour ça, non mais l'idée que dit Anne-France et qu'a dit Laurent, c'est quand même, il faut se dire, non parce que, attention, on a vu les images. Quand ils sont partis, on a vu les images où ils brûlaient leur passeport, brûlaient leur carte d'identité. La France, c'est fini. Maintenant, c'est la lutte pour voilà le califat, etc., etc. Bon, donc vous savez que c'est dans la loi. Quand vous prenez les armes contre votre pays, la loi, c'est des années de prison. La loi etc., permet beaucoup de choses, y compris la déchéance de nationalité pour tous ceux qui sont binationaux. C'est rarement appliqué, très très rarement en Angleterre comme en France. On a vu Hollande quand il a essayé, absolument. Il s'est fait retoquer. On pourrait frapper d'indignité nationale à vie, faire perdre les droits sociaux, le droit de vote, mais malheureusement tout cela n'est pas fait. La grande majorité des cas sont traités par un laxisme et on a très peu de photos avec des preuves de ceux qui sont allés en Syrie égorgés. Il y en a quand même assez peu que l'on voit des têtes dans la main. La majorité de ceux qui reviennent sont des amis, des membres, des familles, des enfants de djihadistes. Ils ne seront pas judiciarisables et beaucoup d'entre eux, peut-être pas tous, mais beaucoup, ont gardé leur fanatisme et risquent un jour de passer à l'acte. Le vrai problème, il est là, c'est que le droit, on est comme des démocraties, ne nous permet pas de mettre hors d'état de nuire la plupart de ceux qui reviennent. Je l'affirme, la plupart de ceux qui reviennent ne sont pas incarcérables très longtemps, voire pas du tout. C'est un problème énorme pour notre civilisation. Oui, mais c'est pour ça, attendez, les lois sont faites aussi pour être soit changées, soit modifiées, absolument. Soit on crée des nouvelles lois. Et je crois que le problème de la guerre, sans rejoindre nos auditeurs, il y a peut-être un problème à dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre genre de tribunal quand on rapatrie un tribunal des guerriers, d'exception, des tribunaux d'exception. Il faut savoir, en tout cas, il y a eu quand même suffisamment de morts et d'attaques pour, en tout cas, se poser la question. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en guerre contre eux, c'est eux qui sont en guerre contre nous. Les démocraties ne se disent pas en guerre contre l'islamisme. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on n'a pas de tribunal militaire. Mais il est temps d'en parler. Je vous rejoins absolument, oui, il est temps. Merci en tout cas Anne-France. 0826 300 300, on retrouve Simone tout de suite. Bonjour à vous Simone. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, bien écoutez, moi je suis terrorisée, pas parce que j'entends, parce que je le sais. Je pourrais vous dire que mon mari est décédé il y a 12 ans et qu'avant, il a été malade avant. Et avant, il me disait, les seuls qui sont notre bouclier, ce sont les Juifs. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire quelque chose contre la menace que nous avons, Israël. Ah oui, Israël, vous voulez dire, c'est ça, oui. Oui. Israël, pour lui, c'était le seul rempart. Je ne suis pas d'accord avec vous, on n'a pas de sauveur magique, c'est ni les Russes, ni les Israéliens. Si nous ne nous aidons pas nous-mêmes, si les Européens, qui sont majoritairement non-juifs, ne prennent pas la mesure de la menace, c'est pas, croyez-moi, l'histoire montre qu'on n'est jamais sauvé par un bienfaiteur extérieur, bienveillant, qui vient de manière altruiste. Ça n'existe pas. Ça veut dire que les Européens doivent se réveiller. Mais c'est vrai que souvent, à l'intérieur de la communauté juive ou des milieux israéliens, il y a un niveau de conscience plus élevé. C'est normal, le pays est complètement encerclé, assiégé par le Hamas. Il y a eu aussi des choses en 30 et 40, etc. Bien sûr, et le passé... Mais Anne-France, vous seriez pour plus de sévérité, moins de laxisme? Complètement,
vous venez de tout dire là. On est laxiste complètement. La justice laisse tout faire. Mais d'abord, il fallait appliquer cette déchéance de nationalité. C'était la première des choses à faire. Mais vous voyez bien qu'on laisse tout faire. Vous avez des tas dans certaines régions des femmes qui se trimballent avec la burqa complète quand même. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire? Pourquoi est-ce qu'on laisse tout faire? Pourquoi est-ce que à Martine Aubry on les encourage? Mais on les encourage. Alors les musulmans modérés, ils vont partir vers eux. Ils vont pas rester vers nous, ils vont partir vers... S'il y a une rupture, eh bien... Surtout si on les rend paranoïaques et qu'ils cèdent à l'idée de croire que tout le monde est islamophobe. Je suis d'accord avec vous. Non, mais le problème, c'est le laxisme. Il est fondamental, là. Il y a une autre... merci, en tout cas, Anne-France. Merci à vous de nous avoir rappelé. Le laxisme et l'islamisme non violent qui grignote des pans de la société, des quartiers, qui deviennent de plus en plus visibles. Ce qu'on appelle les revendications religieuses quotidiennes. J'en parlais avec un ancien de la DGSE, Martinet, qui maintenant est consultant. Il disait, ça, c'est quelque chose de très difficile à empêcher. L'idée de pratiquer sa religion, c'est tout à fait normal. Mais les islamistes qui ont un projet de conquête se cachent derrière la liberté religieuse et c'est très compliqué à juguler. Merci à vous en tout cas, Anne-France. On retrouve tout de suite Jean-Marc au 0826 300 300. Oui, bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour messieurs, bonjour monsieur Berkoff. Bonjour. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre discernement du moins récent, là, puisque vous apparaissez sur la scène des médias comme un investigateur de qualité. Merci. Et j'avais une question pour monsieur Deleval concernant la création des frères musulmans. Oui. Est-ce qu'en fait, il ne s'agirait pas plutôt d'une guerre de l'époque entre les Français et les Anglais sur le territoire moyen-oriental? J'aimerais bien. On commence par ça dans le livre, d'ailleurs, avec Emmanuel Razavi. Malheureusement, c'est pas ça. Ils ont utilisé l'idée anticoloniale, ce qui était à la mode. C'était vraiment intelligent de leur part. Mais les frères musulmans ont été créés par un courant salafiste dit réformiste, la Salafia Islahia, qui venait de Hassan el-Banna, lui-même héritier de Rachid Rida. Pour vous la faire courte, c'est des gens qui ont grosso modo les mêmes idées que les salafistes wahhabites saoudiens, mais plus adaptables. Et l'idée, c'était de faire échec aux États-nations, à la modernité et à la sécularisation, c'est-à-dire la séparation entre le politique et religieux. Ils étaient horrifiés par l'un des leurs, un musulman, pas un occidental, Atatürk, qui était pourtant un nationaliste turc. Mais séparation de la mosquée et de l'État. Et les frères musulmans apparaissent en réaction à l'abolition du dernier califat par Atatürk. Donc c'est une guerre interne au sein du monde musulman, entre ceux qui ont une vision califale, impériale, qui veulent que la religion musulmane soit essentiellement politique et conquérante, et, comme Atatürk, des leaders raisonnables qui voulaient des États-nations modernes, où la religion est séparée du politique. Donc c'est une guerre interne à l'islam, il faut le répéter. Oui, et d'ailleurs, je dis ça à Jean-Marc et à tous nos éditeurs, c'est intéressant, les dates toujours. Oui. 1924, donc après la Première Guerre, l'Empire ottoman est aboli. Absolument. Le califat est aboli de manière extrêmement officielle et l'instauration de la laïcité, les voiles. Qu'est-ce qu'il a dit, Kemal Atatürk? Il a dit, il n'y a que les prostituées qui portent le voile. Ah oui, donc, il faut se rappeler ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les lois en Turquie condamneraient Atatürk pour islamophobie. Ah ben, c'est clair. Et Erdogan se veut d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dans le livre on en parle beaucoup, Erdogan, c'est pas n'importe qui. Il est l'élu des frères musulmans. Kardawi, le leader spirituel des frères musulmans, a déclaré Erdogan, c'est le nouveau calife. Et là où c'est inquiétant, Erdogan envahit Chypre, il continue à coloniser Chypre, il menace la Grèce, il menace Total et d'autres entreprises. Il menace de lâcher avec 3,5 millions de migrants. Enfin, il menace de lâcher des migrants. Il investit la Libye aujourd'hui de manière extrêmement présente. Il investit la Syrie. Il négocie avec Trump et avec Erdogan et avec Poutine l'élimination des Kurdes, et il dit aux Européens de ne pas s'intégrer, et il est très proche des frères musulmans. Il dit aux Turcs européens et aux musulmans européens de ne pas s'intégrer, et il leur dit devenez tellement forts un jour les Européens auront peur de sortir de leur maison. Mais vous vous rendez compte la violence du propos? C'est un discours qu'il a prononcé en Bosnie, en appelant tous les musulmans d'Europe à ne pas s'intégrer et à former une communauté qui fera peur aux mécréants. Il parle de l'Europe en voie de putréfaction. Il a dit que Macron était en mort cérébrale, là il est gentil. D'habitude il est beaucoup plus dur. On a un homme redoutable qui veut être le Atatürk à l'envers. Ça résume ce que j'ai dans le livre. Le projet, c'est un projet de reconquête califale des frères musulmans qui veut laver l'affront du fait que des autochtones musulmans ont
se sont laïcisés comme Atatürk, ont voulu moderniser. C'est un projet obscurantiste qui s'abrite derrière l'anticolonialisme pour justifier un totalitarisme religieux, obscurantiste, théocratique. Oui, c'est vraiment effectivement la ligne de fraction. Il y a des millions, voire des dizaines et centaines de millions de musulmans qui vivent leur vie de façon extrêmement pacifique. Et qui aiment leur nation. Et qui sont des laïcs. Et qui sont, etc. Et puis, il y a des gens qui veulent les assigner à résidence, qui veulent les mettre effectivement dans la boucle. Et je crois que la ligne de partage de conflit va être là. Il est déjà là. Et il va être là. Et il faut dire que les frères musulmans sont antinationalistes. Premier acte de Ennahda en Tunisie, qui vient de gagner les élections, c'est les frères musulmans, la cause palestinienne. Le frère musulman s'occupe de causes qui ne sont pas des causes nationales. Il veut rétablir un califat et ils utilisent beaucoup la cause palestinienne pour fanatiser l'antisionisme, d'où l'alliance avec la gauche. Donc c'est une véritable stratégie de paranoïsation globale qui est très très bien pensée, il ne faut pas les sous-estimer. Avec leur nouveau chef Erdogan, qui est devenu le chef de facto des frères musulmans, on a le Qatar, Erdogan en Turquie, le Koweït qui finance les frères, et l'Europe qui est le ventre mou, la terre de conquête fantastique puisqu'elle est ouverte à tous les vents, sans exigence de réciprocité. Eh bien, à suivre. Merci à vous en tout cas Alexandre Delval. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre. Le projet s'est publié aux éditions L'Artilleur. Dans quelques instants, place aux clés d'une vie sur Sud Radio avec Jacques Pessis qui recevra Irène Jacob. Juste une précision, mais c'est important quand même de le citer dans cette histoire de Bertrand Cantat. La procureure de la République de Bordeaux a déclaré, je cite, les investigations menées n'ont pas permis de caractériser que le suicide de Christina. Excuse-moi, je m'inscris en faux. Elle était battue par ce mec. Sans doute, mais la décision de la justice, et je vous la cite, c'est important de citer. Cantat, c'est une honte déjà qui se produit sans cancer. En tout cas, il a battu sa deuxième femme, il a battu toutes les femmes qu'il a rencontrées. Je ne sais pas pourquoi vous le défendez. Toutes les femmes qu'il a rencontrées, il les a battues. La justice, Alexandre Delval. Ce n'est pas le sujet, vous arrêtez là. Voilà, on arrête là. Voilà, mais en tout cas, la justice l'a déterminé qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. C'est important de le citer quand même. Merci à vous. En vrai sur Sud Radio.